Et action, ça tourne coupé. Trop de mots là. À l'origine, le Portugal s'intéressait beaucoup au bois. Pour la teinture, pour les encens et pour la construction. Parce qu'il y a au Brésil un bois qui s'appelle le pau-brasil. Ce bois a la particularité d'être extrêmement dense. C'est peut-être le bois le plus dense qu'on connaisse. Il fait, je crois que c'est 1,4 fois la densité du chêne pour une densité de 1,1 kg au décimètre cube. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait deux grandes thalassocraties, l'Espagne et le Portugal. Mais en vrai, il n'y en a qu'une, c'est l'Espagne. Elle domine les mers. Et donc, le Portugal espère, avec ce pau-brasil, construire une armada qui soit capable de rivaliser avec l'invincible Armada espagnole. Des villes comme Salvador, fondée en 1549, ou Rio de Janeiro, fondée en 1565, sont établies comme les centres administratifs et économiques des colonies du Portugal. C'est bon, on a compris qu'il y avait un verre stylé. Il y a quand même eu quelques épisodes de conflits avec les peuples autochtones, notamment les Tupinamba et les Guarani, parce que ces peuples autochtones, quand même, ils sont pas très partageurs. Ils pourraient partager avec les Portugais. Le territoire qui est actuellement le Brésil a connu une période marquée par l'exploitation des ressources naturelles et le développement des grandes plantations agricoles. Comme c'est un pays exotique et un pays avec une terre relativement bonne, tout pousse assez bien. Et il est plus facile de produire là-bas des trucs de luxe à l'époque en Europe. Par exemple, le sucre. Il y a énormément de production de canne à sucre. Canne à sucre, café, ce genre de petits bails-là. Digression. Pour subvenir aux besoins en matière de main-d'œuvre agricole, les Européens ont commencé à faire venir des esclaves de l'Afrique. Et c'est là qu'on commence avec le petit triangle là de la colonisation que vous avez dû voir en géographie. Ou en histoire plutôt d'ailleurs. La feijoada, qui est un des plats presque nationaux au Brésil, que tout le monde mange presque tous les jours, est à l'origine un plat qui a été créé au fond d'une cave par des esclaves africains. En gros, ils récupéraient les restes de ce que leur laissaient leurs colons, et ils ont commencé à faire une sorte de mixture avec ces restes, des haricots noirs et du riz. Et l'odeur était tellement bonne que ça remontait au nez des Portugais qui ont fait « Hey, mais venez faire ça dans notre cuisine, on sera mieux, on mangera mieux ». Et donc du coup la feijoada est devenue un plat apprécié par les nobles aussi. Un autre exemple très marquant, c'est celui du candomblé, qui est une religion brésilienne dérivée d'une religion africaine. C'est une religion totémique, donc pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, on se rappelle, il y a une religion au Brésil qui va mettre, par exemple, sur la déesse de l'eau, c'est Iemanjá, et il y a pas mal de petits dieux en fonction des environnements. C'est vraiment assez marquant de voir comment à Salvador, dans certains quartiers, les couleurs arborées dans la rue, la manière, le style vestimentaire, la musique, la capoeira, tout ça semble venir d'un autre continent, ce qui est normal puisque la culture à Salvador est quand même relativement africaine. Salvador était une petite ville très prolifique. À l'origine, seuls 1000 colons, qui très vite se sont transformés en 1600 dès une cinquantaine d'années après, pour cause de la vente de tabac, de coton et de canne à sucre. Cependant, avec le temps, les Portugais sont allés de plus en plus loin dans l'exploration des terres. Et ils sont arrivés dans la région de Minas Gerais. Alors, dans la région de Minas Gerais, ils ont vu que, à cause de la composition chimique de la montagne, bon, je sais pas s'ils avaient des explications comme ça à l'époque, mais en gros, entre certaines couches de la montagne, il y avait une fine, 2-3 cm d'or. Alors c'était pas de l'or 28 carats, bon je sais que ça n'existe pas 28 carats, mais c'était pas de l'or 28 carats en grosse pépite, non, c'était de la poussière d'or, mais c'est largement suffisant pour tout ce qui est reliure, pour tout ce qui est... Enfin, donc en gros, ils sont arrivés dans un endroit où est-ce que sur des centaines de milliers de kilomètres, il y avait de l'or partout presque. Alors laissez-moi vous dire que les encens, le bois, c'est passé un petit peu à la trappe. Une ville illustre très bien cette dynamique et c'est celle de Ouro Preto, littéralement or noir. Alors pourquoi or noir d'ailleurs? Parce que en fait les filons d'or étaient emprisonnés dans une sorte de minerai de fer bien noir. Voilà, Ouro Preto, or noir. Et comme de par hasard, quand je suis passé au Brésil, je me suis arrêté là-bas pour faire quelques tournages. Elle a été fondée au XVIIIe siècle par les Portugais pendant l'expansion de l'économie aurifère au Brésil et est rapidement devenue un centre
politique et économique très important du Brésil. Pourtant, c'est tout petit. Hein. L'architecture et l'urbanisme d'Ouro Preto témoignent de cette époque. La ville est caractérisée par ses ruelles pavées, par des enfants entre 8 et 10 ans, par des églises baroques richement ornées parce que si on mettait l'or dans les églises, ça repartait pas au Portugal. Et de ces maisons coloniales richement colorées. Parce qu'à l'époque de la colonisation, il n'y avait pas forcément de numéros. Alors du coup, on reconnaissait les maisons aux couleurs. Et on pouvait aussi reconnaître le statut social de la personne en fonction du nombre de stries qu'il y avait au toit. 1, t'étais pauvre, enfin quand t'avais un toit, 1, t'étais pauvre, 2, ça allait, 3, la moulaga. D'ailleurs, petite anecdote, quand ils ont voulu refaire les peintures de certaines de ces églises, ils ont voulu utiliser de l'aquarelle, sauf que en fait, comme la roche était friable, et ça dézinguait la peinture, et donc ils ont perdu des très belles peintures, avant de comprendre qu'il fallait refaire avec les pigments de la montagne. Cette période d'exploitation minière est également marquée par des inégalités sociales. En gros, le Portugal taxait 1/5 de tout ce qui était prélevé là-bas. D'ailleurs, il y a un mec. Le mec, il payait 1/5 par an, 1/5 par mois, 1/5 par semaine. Quand on lui a dit vous allez payer 1/5 par semaine, il a fait là franchement les frérots ça commence à faire beaucoup, hein. J'ai pas que des esclaves, j'ai aussi des employés. Et pour alimenter un peu le débat, les colons portugais, ils l'ont brûlé, lui, toute sa famille et ses esclaves, voilà. Et pendant que les nobles et le Portugal s'en mettaient plein les fouilles, parce que c'était pas les exploitants miniers qui s'en mettaient le plus, hein, pendant qu'il y avait cette exploitation-là, les esclaves, majoritairement africains, on pouvait quelquefois retrouver des petits indigènes ou quelques repris justice, hein, ça coûte rien. Ils se faisaient pas forcément très bien traités. Par exemple, quand vous commenciez à approcher un petit peu le 1,50 m là, on prenait vos parties génitales, on vous faisait boire de la cachaça, on mettait un caillou comme ça, vos parties génitales comme ça, et paf! Comme ça, vous grandissiez plus. Et c'était plus pratique parce que comme ça, on fait plus des gros trous, on peut faire des plus petits trous. C'est quand même plus économique. Hein. Et alors, ça vous me direz, c'est un peu barbare. Oui, mais alors vous inquiétez pas parce qu'après les Anglais, ils sont arrivés avec des petites guillotines à couilles. Donc vous mettiez vos petites couilles et quick. Mais enfin, ça c'était si vous étiez pas des bêtes de concours. Si vous étiez une bête de concours, là vous gardiez vos testicules et vous alliez devenir un mâle reproducteur. Bon, une petite histoire bien quand même pour la fin. Il y avait un roi africain qui avait été déporté. Oui, parce qu'en fait, souvent, il y a pas mal d'Africains qui ont été envoyés soit par leurs propres frères africains, soit on leur disait « Non mais, va dans le bateau, tu vas voir, tu vas arriver... » Bon, tu vas peut-être être un petit peu serré au début, mais tu vas arriver là-bas, tu vas voir, tu vas t'en mettre plein les fouilles. Tu vas voir, tu vas pouvoir ralasse. Donc ils arrivaient dans le bateau, effectivement ils étaient serrés, et arrivés là-bas, ils étaient encore serrés, dis donc. Et avec des chaînes en plus. Enfin. Donc il y avait un roi qui était déporté jusqu'à Minas Gerais, et en fait, il a trouvé des petites astuces. C'est-à-dire qu'il cachait des pépites d'or ou de la poudre d'or dans les cheveux de ses frères ou dans les ongles des dames, et en fait, hop, il mettait ça de côté, Il s'est racheté sa liberté, et ensuite il a racheté, je sais plus si c'est 47, 57, c'est entre 40 et 60, liberté d'esclave, et il est redevenu considéré comme roi par les 60 personnes qu'il avait réussi à libérer. Donc roi, esclave, roi, voilà, c'est mignonnet. Les églises aussi avaient d'ailleurs trouvé leurs petites astuces aussi pour avoir un peu plus d'or. Donc on pouvait cacher de l'or à l'intérieur des petits bonhommes sacrés, parce que on casse pas les petits bonhommes sacrés, mais s'ils ont une petite trappe par le dessous, hein, c'est toujours pratique. Et ils avaient une sorte de lavoir avant d'aller confesser ou d'aller à la messe, tout le monde passait par là, et se travaillait des fois avec le mercure et tout, enfin bref. Et quand ils se lavaient les mains, hop, ils faisaient ça, et puis pendant ça laissait reposer un petit peu, et du coup, l'or se mettait au-dessus du mercure. Et après, il suffisait juste d'aller récupérer l'or à la main. L'exploitation minière d'Ouro Preto a commencé à réduire quand même. D'une part parce que fin des ressources. Avec nos techniques actuelles, on saurait encore largement en prendre. Mais pour l'époque, on avait quand même pas mal tapé. Autre raison, il y avait aussi un petit peu la vision internationale de l'esclavagisme qui commençait à changer un petit peu. Donc c'est resté encore un petit peu, vous inquiétez pas. Hein. D'ailleurs, le Brésil, sur plein d'aspects, on en reparlera peut-être, mais a gardé des traces quand même. Hein. Deuxième raison, c'est aussi parce que la capitale était déplacée de Salvador à Rio de Janeiro. Et ça entraînait en fait le déclin politique et économique de Ouro Preto. J'ai failli oublier de vous parler de ce qui aurait pu être la première révolution du Brésil. Des gens sont venus étudier en France,
C'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour laquelle les Brésiliens aiment autant les Français, ou peut-être d'autres. Mais en tout cas, ils sont venus étudier en France, ils sont revenus c'est bon, c'est fini. Allez. Et ils sont revenus au Brésil avec des idées de liberté. Et ils ont commencé à faire un mouvement un petit peu underground dont le slogan était « Libertas quae sera tamen ». En gros, pour une traduction un peu bancale, on dirait « Liberté même si tardive ». Le mouvement se réunissait secrètement dans la maison des Tiradentes, qui était l'une des personnes les plus influentes de ce mouvement, qui était Ouro Preto. Il y a d'autres histoires qui sont un peu cool, genre un sculpteur qui avait eu un enfant avec une esclave qui étonnamment l'avait reconnu pour une fois. Ce fils de sculpteur devient sculpteur aussi. Bon, pas forcément facile sa vie en tant que métis, mais il devient sculpteur, il devient hyper bon. Il avait la lèpre, donc il perd ses mains. Le mec, il s'accrochait les outils dans les mains pour pouvoir travailler. Et en fait, il est fini par être hyper reconnu. Bon, alors là, vous m'excuserez, ça fait 4 fois que je tourne cette vidéo, dont 2 au Brésil. À chaque fois, il y a quelque chose qui pêche. Hier, je sais pas pourquoi, la caméra a filmé ce qu'elle a voulu, voilà. Hein. Alors, je finis avec mes notes dans la main, tant pis. Et même si j'ai envie de lire, je lis, voilà. Cependant, l'histoire et le patrimoine culturel d'Ouro Preto. Non, je vais quand même pas vous faire ça. Hein. Pendant l'histoire et la dimension culturelle d'Ouro Preto ont été conservées, notamment depuis 1980, date à laquelle l'UNESCO a reconnu Ouro Preto comme faisant partie des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et encore aujourd'hui, ça reste un lieu très très prisé par les touristes, par l'architecture coloniale et par toute l'histoire en règle générale qu'il y a autour d'Ouro Preto. Ceci n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Ceci ne sera pas une chaîne d'histoire, donc je ne vais pas vous faire tout un inventaire. Et ça me paraissait important de vous en parler. Alors peut-être parce que le Brésil est mon pays aussi, mais certainement parce que la colonisation, c'est un sujet qui me semble important de déconstruire. Encore aujourd'hui, on vit sur les restes de la colonisation. Et puis on en reparlera quand je parlerai de post-colonialisme, de néocolonialisme, de colonialisme environnemental et de comment est-ce que pour protéger l'environnement, il faudrait décoloniser la protection de l'environnement. La colonisation portugaise a duré plus ou moins 3 siècles, puisque le Brésil était devenu indépendant. Je vais rajouter encore quelques guillemets là. En 1822. Mais il faut bien se rendre compte que l'impact de la colonisation que ça a eu sur le Brésil, la langue qui est désormais le brésilien, vient quand même du portugais. D'ailleurs, c'est une des langues où il y a le plus de mots au monde, le brésilien, puisque il y a l'immigration africaine, l'immigration hollandaise, japonaise, française, portugaise, les langages indigènes et autochtones, etc., etc. La création de populations aussi, parce que il y a au Brésil ce qu'on appelle des quilombolas, des gens qui ont des personnes d'origine africaine qui ont voulu s'échapper de l'esclavagisme et donc du coup sont allés s'exiler en forêt. Donc il y a les quilombolas, les ribeirantes qui ont eu aussi des rapports avec les indigènes, des conflits, voire des amitiés. En fonction. Alors, si tu as aimé la vidéo, déjà sache que l'arc Brésil, il n'est pas fini. On va reparler de la colonisation, on va reparler des indigènes, on va reparler de quelques petits sujets autour de ça. Mais il va falloir quand même que je commence un petit peu les autres arcs. En tout cas, si ça t'a plu, on aime, on partage, on commente aussi, parce que moi j'aimerais bien avoir des petites discussions dans les commentaires. Là. Faites un effort. Et si vous avez vraiment kiffé, que vous voulez soutenir un peu, vous pouvez envoyer un peu de force. Non, un petit peu de moulaga sur les Tipeee, sur les trucs, parce que j'aimerais pouvoir faire plus de vidéos, avoir plus de temps à consacrer, mais il faut que je mange en fait, donc je fais ce que je peux. Voilà, encore une fois, de la paix, du bonheur, de la santé, de l'amour, de ce que vous voulez, des bisous.